Pour la deuxième communication, titrée « Les achats en vente aux enchères publiques du département des antiquités égyptiennes entre 1933 et 1945 », j'appelle Madame Florence Calaman et Monsieur Marc Etienne. Madame Florence Calaman, vous êtes diplômée de l'École du Louvre et de l'Institut catholique de Paris, docteur en histoire de l'art et archéologie de l'Université de Paris-Sorbonne, et vous êtes également conservateur en chef au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, chargé des collections d'époque byzantine et copte, et vous êtes bien sûr une spécialiste de la langue copte. Marc Etienne, vous êtes conservateur en chef du patrimoine au sein du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Vous êtes docteur en égyptologie. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions nationales et internationales, dont j'aime rappeler le titre, Eka, magie et envoûtement dans l'Égypte ancienne, ou encore Les portes du ciel, vision du monde dans l'Égypte ancienne. Vos travaux portent principalement sur la magie égyptienne, sur le culte du dieu Osiris, mais également sur l'histoire du département égyptien entre 1860 et 1914. Je vous cède la parole et je me réjouis de vous écouter. Mesdames et messieurs, la recherche de provenance est par nature et de tout temps inscrite au cœur de notre métier. Mais pour autant, le département des antiquités égyptiennes est, surtout au regard de nos collègues du département des objets d'art, relativement novice dans ce domaine particulier des acquisitions réalisées entre 1933 et 1945. On notera tout d'abord que d'une manière générale, le DAE n'a pas réalisé d'acquisitions majeures sur cette période. Ce sont des acquisitions qui consistent majoritairement en menus objets, en lots d'ostraca, etc., acquis notamment auprès de collègues hellénistes ou égyptologues. Bien conscient cependant évidemment de l'enjeu et de la nécessité de penser la provenance en ces termes, le DAE a choisi ici d'explorer et de présenter les achats en vente publique sur la période considérée, un sujet par ailleurs désigné comme prioritaire à l'échelle du musée du Louvre. Lors même que le marché de l'art est florissant à Paris, le département des antiquités égyptiennes a réalisé seulement 3 acquisitions en vente aux enchères publiques sur la période, toutes à l'hôtel Drouot. Une première en 1936, les 2 autres en 1943 et 1944, qui représentent un total de 7 œuvres, ou plutôt en réalité, comme nous le verrons, de 6 œuvres. Ce constat montre tout d'abord, d'une part, que nos prédécesseurs se sont montrés particulièrement prudents en la matière, d'autre part, que le marché de l'art parisien semble avoir été relativement vacant alors en matière d'antiquité égyptienne. Nous allons donc décliner chacune des ventes en montrant la méthode appliquée à la recherche de provenance, les différents documents sur lesquels nous nous sommes appuyés, et nous verrons aussi quelles peuvent être les limites de cette recherche, la difficulté à trouver certaines archives, voire la confrontation parfois au manque de documentation. Signalons d'emblée en particulier que malgré l'aide d'Emmanuel Pollack et la convention signée avec Drouot Patrimoine en décembre dernier, l'ensemble des catalogues relatifs à ces 3 ventes n'ont pu être retrouvés. Je passe donc à la première vente, celle du 17 décembre 1936, une vente conduite par maître Étienne Adair, commissaire-priseur, assisté notamment d'Henri Lehmann comme expert. Il s'agissait en effet d'une vente très généraliste, de tableaux et dessins anciens modernes, d'objets d'art et de curiosités, d'antiquités, de meubles, de tapisseries et de tapis. Le registre d'inventaire du DAE, dont vous voyez un extrait à l'écran, reste imprécis concernant la date, alors que la Gazette Drouot nous indique bien qu'elle a eu lieu le 17 décembre. En revanche, toutes les informations qui suivent ont pu être vérifiées une à une, soit l'achat par Lehmann lui-même, la rétrocession au musée du Louvre à prix coûtant et la provenance de la collection Grébeau. Nous y reviendrons. Le conservateur en charge du DAE est alors Charles Boreux, en poste de 1926 à 1939. 3 lots ont été acquis lors de cette vente.
Vous avez les numéros à l'écran, ces numéros qui nous sont connus grâce au registre de l'inventaire, puisque, en l'occurrence ici, le catalogue de la vente en question n'a pu être retrouvé pour le moment. Le premier lot donc était un shawepti, ou serviteur funéraire en bois d'une vingtaine de centimètres de haut, sculpté et gravé de hiéroglyphes donnant le nom de Séti Ier, pharaon de la 19e dynastie. C'est un objet actuellement exposé dans nos salles. Les deux autres sont de petites amulettes en faïence silicieuse colorée, une petite figurine de déesse léontocéphale, c'est-à-dire à tête de lion, assise et tenant sur ses genoux un patek, et une petite plaquette figurant un œil oudjat, symbole prophylactique souvent décliné dans ce type d'objet. Le procès-verbal du comité consultatif nous indique que c'est Boreux lui-même qui a sollicité leur acquisition auprès d'Henri Lehmann, dont l'adresse qui est donnée ici est certainement l'adresse personnelle, lors de la séance du 28 janvier 1937, donc plus d'un mois après la vente à Drouot, ce qui montre bien donc une acquisition en 2 temps. Les protagonistes, en dehors de Charles Boreux, déjà évoqué, 2 personnages principaux entrent ici en ligne de compte. Tout d'abord, donc, Henri Lehmann, fils d'un antiquaire parisien et antiquaire lui-même, avec 2 adresses connues, 12 rue de Seine dans le 6e arrondissement de Paris et 37 rue Laffitte dans le 9e. Il était expert près le tribunal civil en objets d'art antique du Moyen-Âge et de la Renaissance, et il a rédigé le catalogue de la plupart des grandes ventes publiques de sa spécialité entre 1909 et 1936. Collectionneur lui-même, il a fait divers dons dans les années 1920, notamment au département des objets d'art du Louvre et également au musée de Cluny et de Sèvres. Le reste de sa collection a été dispersé après sa mort lors d'une vente publique à Paris le 15 mars 1951. Le deuxième personnage, ensuite, et à travers la personne de Madame Chanler, sa nièce, c'est Eugène Grébeau, décédé en 1915 et qui avait été successivement directeur de la mission archéologique française du Caire, l'actuel IFAO, Institut français d'archéologie orientale, puis directeur du service des antiquités de l'Égypte, avant de rejoindre Paris et la Sorbonne, où il a enseigné. Grébeau lui-même avait déjà fait don en 1886 au musée du Louvre d'un fragment de Naos en calcaire peint de l'époque de Thoutmôsis Ier. Et je voudrais ici attirer votre attention sur la petite étiquette apposée au dos du shawepti que vous voyez à l'écran, avec donc ce numéro 296, dont nous savons qu'il ne s'agit donc pas du numéro du catalogue de vente, qui était le numéro 143. Il s'agit, selon toute vraisemblance, ici, d'un numéro de la collection Grébeau. Mais nous ne possédons malheureusement aucune information sur sa collection personnelle. En effet, toutes les archives que nous avons pu consulter sont essentiellement scientifiques et administratives le concernant. De manière beaucoup plus hypothétique, on peut aussi envisager qu'il s'agisse d'un numéro de présentation dans les salles du Louvre, mais là encore, c'est un numéro qui n'a pu être repéré dans les guides du visiteur de cette époque. J'ai indiqué au bas de la bibliographie une brève bibliographie avec 2 outils particulièrement utiles pour nos recherches au département, à savoir le Who's Who in Egyptology dans sa 5e édition en 2019 et bien sûr le catalogue des donateurs du Louvre en 1989. D'autres sources ont été consultées, qu'il s'agisse de bibliographies ou d'archives, en particulier aux archives de Paris et également aux archives nationales. Et ici, je voudrais signaler une pièce capitale du dossier. Il s'agit de la lettre d'Henri Lehmann adressée à Charles Boreux le 29 janvier 1937, qui donne donc la liste des objets achetés par lui à la vente et qui authentifie tout le déroulé des opérations qui s'en sont suivies. Passons maintenant à la deuxième vente, une vente aux enchères donc du 15 mai 1944. Cette fois-ci, c'est Étienne Drioton qui préside aux destinées du département des antiquités égyptiennes entre 1940 et 1947. La gazette de l'hôtel Drouot et surtout le catalogue de la vente que cette fois nous avons pu retrouver
en ligne via le site Gallica de la BNF, nous fournissent de précieuses indications. Maître René Gaston Bois-Girard était le commissaire-priseur et il était donc assisté de M. Clément Platte comme expert. Mais surtout, nous avons ici connaissance que cette vente de monnaies, antiquités archéologiques et bijoux d'or antique provient de la collection du général Berthier de Lagarde, un nom jusque-là totalement inconnu de notre département. Le musée du Louvre, le musée du Louvre, je dis bien, s'est porté acquéreur des lots numéros 52 et 54, comme indiqué précédemment par les petites flèches sur le catalogue. Il s'agit donc d'un élément de meuble, pied ou, ou cornière de siège, en alliage cuivreux incrusté d'or, dont le texte hiéroglyphique nous donne le nom d'Apriès et qui peut donc être daté du VIe siècle avant notre ère, un petit élément qui mesure 8 cm de haut. D'autre part, donc, un coffre à canope à 4 compartiments avec son couvercle bombé en bois. Et on repère ici 3 essences différentes de bois. Un coffre qui mesure environ 50 cm de haut et qui comporte lui aussi des inscriptions hiéroglyphiques peintes cette fois. Il est daté de la XIIe dynastie, donc du Moyen Empire, d'après le style, et il provient du mobilier d'une tombe de Meyr en Moyenne-Égypte. À ces 2 pièces s'ajoutent des fragments de panneaux de sarcophages. Vous avez l'un d'eux ici à l'écran et nous verrons dans un instant pourquoi. Ces panneaux en bois de ficus couverts de textes dits des sarcophages relèvent de la même provenance et de la même datation que le coffre à canope. Alors, on peut observer ici que ni le procès-verbal du comité consultatif dans sa séance du 1er juin, ni ensuite l'arrêté du 26 juin 1944 ne font état de ces panneaux de sarcophage, pas plus qu'avant eux le catalogue de la vente en question, comme nous l'avons vu plus haut. L'explication tient à une mention marginale du registre d'inventaire, qui nous avait d'abord échappé, indiquant que le fond du coffre à canope a été rapporté à l'époque moderne et était constitué par un fragment de paroi d'un sarcophage du Moyen Empire. Il faisait donc partie, à l'insu de tous, du lot numéro 54. Finalement, qui est ce général Berthier de Lagarde, en 3 mots, notre collectionneur, mentionné par le catalogue de vente? Il était jusqu'alors, je le répète, totalement inconnu de notre département. Nous avons fini par retrouver sa trace au Louvre même, où Salomon Reinhard a servi d'intermédiaire en 1897 pour faire entrer avec une certaine discrétion la donation d'un certain Alexandre Berthier de Lagarde, en 2 mots, au département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Cette donation comportait 17 objets, un ensemble d'appliques de sarcophages en stuc provenant de Kertch, l'antique Panticapée. On retrouve 25 ans plus tard le même collectionneur sous le nom d'Alexandre Berthier de Lagarde, en un seul mot, au British Museum, lequel a fait l'acquisition en 1923 de plus de 250 objets d'orfèvrerie des 4e et 7e siècles, provenant également de Crimée. Cette collection a été assez récemment publiée, en 2008, et vous avez ici à l'écran le titre de cette publication et sa couverture. Finalement donc, et en dépit d'une orthographe pour le moins fluctuante de son patronyme, j'ai fini par l'identifier avec Alexander Vlovich Berthier de Lagarde, un ingénieur militaire, numismate averti et collectionneur de bijoux et d'antiquités d'époque hellénistique ou médiévale, comme nous le montre à la fois le catalogue d'une vente en Suisse en 1923 et notre catalogue de vente de 1944. Où je précise que la collection égyptienne demeure très marginale. Le contexte général interrogeant néanmoins, nous avons fait des recherches dans les différents documents, répertoires et bases en ligne de biens et personnes spoliés durant la guerre, à notre disposition actuellement, sans trouver la moindre trace de son nom, sous ses différentes formes bien sûr, ni celui de sa sœur, Madame Beliavski, installée dans le sud de la France dans les années 20.
Au terme donc de ces 2 premières enquêtes sur la traçabilité des œuvres et dans l'état actuel de la recherche, il apparaît donc qu'il n'existe aucun lien avéré entre ces collections et une potentielle suspicion de spoliation. Et je laisse la parole à mon collègue pour la 3e vente. Pour la 3e vente, nous allons revenir dans l'année 1943, le 22 février 1943, où ont été acquis les 4 fragments que vous avez ici, qui sont exposés dans nos salles. Ces fragments donc, sont un peu particuliers parce que, contrairement aux 2 autres ventes, ils ont été acquis par préemption. Et cette préemption a été demandée, comme nous allons le voir. Voilà donc l'extrait de l'inventaire de notre département mentionnant ces fragments avec la référence de la vente. La référence de la vente étant fluctuante, notamment au niveau de la salle, qui nous a posé un certain nombre de problèmes. Salle 11 pour certains, salle 2 pour d'autres. Il s'agit bien de la salle 11 et comme vous l'a dit Florence, nous n'avons pas encore mis la main sur le catalogue de cette vente qui comprenait aussi d'autres éléments que des antiquités égyptiennes, semble-t-il, des meubles et des bijoux. Il est assez intéressant donc de voir que dans les archives de Drouot, on fait le compte-rendu des résultats de cette vente avec, vous le voyez, la mention donc de l'adjudication au musée du Louvre d'un fragment de stèle en pierre de la XVIIIe dynastie. Et là aussi, on va se heurter à un problème qui est donc celui de la description et de la dénomination de ces monuments. Vous remarquerez aussi la somme importante qui est déboursée donc, pour cet objet. Et vous remarquerez aussi donc, la mention intéressante également de fragments en stuc gravés de scènes de chars qui, vous allez le voir, peut-être est un indice justement concernant donc l'histoire de ces fragments. Alors, qu'en est-il pour la demande de préemption ? Ces demandes de préemption, Jacques Jojard avait rappelé donc, en 1942, donc, lors d'un certain nombre de PV du comité, qu'elles ne s'appliquaient pas aux œuvres qui étaient soumises à l'exportation, le contrôle étant effectué par les douanes. Néanmoins, donc, dans le comité consultatif du 25 février 1943, et ensuite, donc, après la vente au Conseil artistique des musées nationaux du 3 mars 1943 qui va ratifier cette préemption, Jacques Vendier, donc, qui est conservateur adjoint à l'époque, demande donc la préemption de ces fragments. Vous remarquerez donc dans le PV du comité consultatif que ce qu'il demande est la préemption de 4 fragments d'une des 14 stèles frontières d'Amarna. Donc, contrairement à ce qui est donc établi dans le compte-rendu, là, vous avez une identification beaucoup plus précise de ces fragments, ce qui est un détail important parce que ce sont des fragments, sans doute, dont Jacques Vendier connaissait l'existence et qu'il a donc fait rentrer dans les collections nationales comme d'autres collections aussi apparentées à l'art amarnien, qu'il avait donc pu faire acquérir sous réserve d'usufruit. Je pense notamment à la collection Curtis. Alors, qu'est-ce que l'on remarque également, c'est qu'après cette préemption, Jacques Vendier publie très rapidement ces fragments dans les monuments Piot, avec donc des photos. Dès l'année suivante, donc, ces 4 fragments sont publiés, avec également leur lieu de provenance sur lequel nous allons revenir maintenant. Il n'y a donc, comme vous le voyez, aussi bien auprès des membres du comité que dans la publication, aucune volonté de dissimulation de ces fragments, ni de l'endroit d'où ils viennent, ce qui pose, vous allez le voir, un double problème, puisque ces fragments, comme malheureusement d'autres fragments de leur espèce, ont une histoire longue, complexe et douloureuse.
Alors, de quoi parle-t-on? Il s'agit donc de 14 stèles accompagnées de groupes statuaires qui ont été répartis autour de la nouvelle capitale que Aménophis IV Akhenaton fait construire à Tel el-Amarna, en Moyenne-Égypte. Et ces 14 stèles portent un texte comportant le serment du roi sur sa volonté de s'établir donc dans cette terre qui n'appartient à aucun dieu et à aucune déesse. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, ces stèles sont disposées sur les falaises donc, qui enserrent le site. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à celles qui se trouvent ici. Ces stèles ont été publiées pour la première fois par Norman de Garis-Davis qui en a fait le relevé épigraphique et photographique en 1908. Mais l'attention du département avait été attiré sur le fragment qui était possédé par le Louvre, puisqu'une nouvelle édition a été établie en 1995 et on mentionnait très laconiquement que le Louvre avait acquis ces fragments during the years 1940, donc avec une certaine suspicion qui nous a conduit à nous intéresser donc à cette acquisition. Les éléments donc, qui sont importants sont le groupe de stèles qui se trouve ici, les stèles N, P, R et S. Ces stèles ont fait l'objet en fait, de déprédations de façon régulière et extrêmement tôt, puisque Norman de Garis raconte que la stèle numéro P a été donc dynamitée par les habitants du village voisin pour découvrir l'entrée d'une porte secrète menant à un trésor. Et il a recueilli une partie de ces fragments qui ont été donc attribués, comme il était possible de le faire à l'époque, en partage de fouilles à un des musées qui contribuait donc financièrement à ces campagnes. Et ces fragments se trouvent en Australie, à Melbourne, au Museum of Victoria. Ce qui nous concerne, c'est donc l'une des stèles de ce site, la stèle R. Vous avez donc l'état donc, de cette stèle en 1908, état, vous le voyez, qui est déjà assez délabré, mais où le cintre, lui, est complet. Cette photo est reprise par Vendier dans sa publication, et vous voyez que les fragments qui sont ici, ceux du Louvre, correspondent à des parties de cette stèle. Que s'est-il passé pour comprendre cet état, en fin de compte, fragmentaire de la stèle, que vous voyez ici donc, dans son état actuel. Elle a été non seulement abîmée par les éléments, mais il y a eu encore des campagnes de pillage sur le site dans les années 90 qui ont achevé de détruire le peu qui restait de cette stèle. Cette stèle R et sa voisine, la stèle S, se trouvent donc dans une partie du site assez difficile d'accès et à l'abri aussi des regards. Voici donc l'état de la stèle S en 1984. Et ce témoignage est extrêmement important parce que, en fait, ces deux stèles, les stèles S et R, ont été délibérément donc, fracassées au même moment. La stèle S n'a dû sa survie, entre guillemets, qu'au fait que le calcaire qui se trouve à cet endroit est un calcaire extrêmement dur qui a empêché donc, les pillards de détacher les fragments du support, en fin de compte, sur lequel ils se trouvaient. Malheureusement, donc, les groupes statuaires, eux, n'ont pas eu le même bonheur, si on peut dire.
Donc ces deux éléments ont été pillés probablement donc, dans les années 1928-1930, au moment donc, où il y a un certain nombre de troubles en Égypte et au moment aussi où le marché de l'art récupère de la Grande Dépression, avec bien évidemment, pour ce qui concerne les œuvres de cette époque, un engouement qui a été donc créé par la découverte de la tombe de Toutankhamon. Donc avec ces fragments, on se trouve donc avec plusieurs problèmes. Ces fragments donc proviennent d'un site d'Égypte, d'un monument donc, qui se trouve sur un site archéologique qui fait l'objet donc d'une protection par le service des Antiquités, qui a été donc l'objet de déprédations et de fouilles clandestines dans les années 1920-1930 et qui se sont retrouvés en 1943 à Paris. Donc double problème, pillage donc sur un site archéologique, exportation donc et sortie du territoire égyptien et également donc présence sur le marché de l'art français pendant la guerre. Alors pour essayer de voir et d'essayer de retrouver un petit peu l'histoire de ces fragments, il faut se souvenir donc que les antiquités égyptiennes ont un service qui dépend donc de l'administration royale égyptienne, le service des antiquités, avec des fonctionnaires qui effectuent des inspections sur le site, mais également donc auprès des marchands d'art. L'une des pistes possibles concernant donc l'arrivée de ces fragments en France est le fonds du célèbre collectionneur Maurice Naman, qui fait partie donc de l'une des plus importantes familles juives du Caire et qui est donc le lion du Caire, comme on le surnomme, et un des antiquaires auprès duquel se sont approvisionnés nombre de collectionneurs particuliers, mais aussi d'institutions muséales. Vous voyez donc par exemple sur la publicité de sa galerie qu'il a donc une licence de vente émise par le service des Antiquités, ce qui implique deux choses, c'est qu'il est tenu à alimenter donc un registre qui est contrôlé par les inspecteurs du service des Antiquités, et une fois que ce contrôle est effectué, on a donc aussi la possibilité d'avoir une licence d'exportation après l'obtention d'un cachet en douane par le biais des services du musée du Caire. Ces éléments donc sont importants, mais malheureusement ne suffisent pas, si vous voulez, à forcément identifier les objets. Je vous ai parlé donc de ces problèmes de dénomination des objets que vous avez vus tout à l'heure. Et là encore, si sur le registre il y a simplement fragment d'une stèle égyptienne de la XVIIIe dynastie, il est difficile donc de savoir ce à quoi on a affaire. La piste que l'on peut avoir est fournie par les deux fragments que vous avez ici. L'un qui est maintenant à Kansas City, au Nelson Atkins Museum of Art, et l'autre qui est au musée de Boston, donc au Museum of Fine Arts. On retrouve ici deux fragments du groupe qui a été le plus pillé, en fin de compte, par les habitants des villages voisins, la stèle frontière N et la stèle frontière S. En dépit donc de quelques fragments qui sont restés donc en possession du fouilleur Norman de Garis et qui ont été donnés donc à certains musées américains dans les années 30, ces deux fragments sont intéressants parce que on a une histoire un petit peu plus précise les concernant, et le plus intéressant bien évidemment c'est celui qui est en rapport avec la stèle frontière S, puisque voisine donc de la stèle R qui fait l'objet donc de nos recherches. Ces deux fragments se trouvaient à Paris en possession donc de Maurice Naman en 1932,
où ils ont été achetés par un autre galériste, Jacob Hirsch, qui était aussi un collectionneur et un numismate qui avait donc plusieurs galeries, notamment à Munich, mais ensuite à Lucerne, qui a acheté donc ces deux fragments et qui ensuite a transféré ses activités au moment où la guerre menaçait aux États-Unis en s'associant donc avec un autre collectionneur, Ernst Brümmer. Ces fonds donc, et la part de chacun a été consignée et la présence donc, de ces deux fragments à Paris font penser qu'il y avait peut-être d'autres fragments qui étaient présents à cette époque et dont Jacques Vendier aurait connaissance. Malheureusement, dans l'état actuel de nos recherches, nous n'avons pas pu préciser donc, cet état de fait, mais vous voyez que la précision que Vendier a donnée lors de ses demandes de préemption fait qu'il avait connaissance de ces fragments et de ceux des monuments d'où ils provenaient. La question est de savoir justement si ces fragments sont restés dans le fond de Maurice Naman, s'ils ont été cédés à un autre collectionneur ou antiquaire parisien, ou si ces éléments sont ressurgis donc d'une source que nous n'avons pas encore identifiée. Alors Maurice Naman a peu à peu réduit ses activités à partir de 1937. Il s'est replié donc sur sa galerie au Caire. Nos prédécesseurs, donc Jacques Vendier et Christiane Desroches-Noblecourt, donc vous connaissez l'attachement pour à Marnia, ont fait aussi des recherches pour savoir si c'était dans ce fond. Nous avons aussi eu des contacts avec les enfants et petits-enfants de Maurice Naman, Lucien Viola et Madame Domergue, qui n'ont pas eu le souvenir, en fin de compte, de la présence de ces fragments. Est-ce que ceux-ci ont été donc cédés ou confiés à quelqu'un d'autre qui, à un moment, les a vendus? C'est une question à laquelle, pour le moment, nous ne pouvons pas répondre. Donc, vous voyez que par rapport à ce genre d'enquête, mon collègue des objets d'art disait qu'elle était chronophage et pas toujours couronnée de résultats. On a donc des éléments qui permettent de tracer l'histoire de l'objet jusqu'à un certain point, puisque la licence d'exportation a dû être accordée compte tenu d'une dénomination qui n'était peut-être pas précise, mais comment, en fin de compte, il y avait aussi des collègues qui avaient connaissance de fonds qu'ils ont essayé de mettre à l'abri. Et là encore, c'est une composante qui est assez importante dans les musées, de voir comment la mémoire s'en va vite. Et quand on a la chance d'avoir des collègues qui ont eu contact avec justement des gens qui ont vécu cette époque, combien donc la collecte d'informations est importante pour suppléer à des manques d'informations qui ont désormais disparu. Donc c'est encore une recherche en cours, ainsi que celle d'autres fragments de ces stèles frontières. Il n'y a pas eu donc de réclamation de la part des ayants droit Naman. Pour le moment, donc les autres registres d'antiquités égyptiennes ne font pas apparaître non plus d'éléments qui pourraient être rapprochés de ces fragments, et nous ne désespérons pas donc de pouvoir compléter la vue que l'on a sur ces objets qui, vous le voyez, tranchent un petit peu par leur importance avec les autres objets acquis par le département des antiquités égyptiennes entre 1939 et 1945. Je vous remercie.